le protagoniste de cette histoire, avoua enfin ses sentiments à la vilaine. Pour être littéralement fouettée jusqu'au sang et moquée par tous, elle ne manqua pas de le maudire pour son incompétence, étalant avec mépris l'immense fossé qui séparait leurs statuts. Certains naissent nobles, tandis que d'autres, comme lui, sont voués à rester misérables. Mais ce jour-là, elle franchit une limite qui brisa sa retenue. Ce fut le point de non-retour. Quelque chose en lui se fissura. 10 ans plus tard, dans le domaine de la vilaine. À l'intérieur, une servante et le majordome s'adonnaient à des jeux dangereux. Le majordome voulait la posséder malgré ses refus répétés et ses avertissements sur leur maîtresse. Il passait déjà aux préliminaires, tandis qu'elle le suppliait de se calmer. Après tout, il ne pouvait pas simplement faire ça dans le couloir. Mais l'homme était trop excité pour écouter, notant même qu'elle lui faisait penser à la maîtresse pendant qu'elle le traitait de pervers. C'était justement la raison pour laquelle il était si excité. Il rêvait d'un jour où son attitude arrogante se retournerait contre elle. Comme pour exaucer ce souhait, la vilaine apparut soudain, claquant la porte avec fracas. Tous deux se figèrent en la voyant. Le narrateur la présenta alors officiellement. Evelyn Winter, maîtresse du domaine des Winter. Puis, l'histoire reprit à l'extérieur du domaine. La servante et le majordome imploraient désespérément sa clémence, promettant de ne jamais recommencer. Normalement, un tel acte vaudrait un renvoi immédiat. Mais Evelyn se contenta de ricaner face à cette idée. Dans une boîte, elle révéla une arme. Avec une aura glaciale, elle leur présenta 2 options. Mourir de sa main ou bien geler, lentement jusqu'à la mort. Les deux tremblèrent de peur, et le majordome rappela son titre à Evelyn, soulignant qu'un tel acte ternirait à coup sûr sa réputation. Elle resta pourtant impassible. Son majordome personnel, Joseph, avait compris la mission. Sans un mot, il s'approcha de l'imbécile qui quémandait son aide, et l'envoya rouler dans l'escalier d'un violent coup de pied dans la poitrine. Puis Evelyn prit la parole. Elle se dit reconnaissante que le majordome s'inquiète. Pour sa réputation, s'il voulait vraiment la préserver, il n'avait qu'à mourir avec dignité. Elle leur promit même de les enterrer ensemble, dans un cercueil doré. Entendant cela, ils jurèrent qu'un jour viendrait où sa réputation ne la protégerait plus. Sans répondre, elle mit fin à la conversation et les expédia ensemble vers un autre monde. Après un silence pesant, elle remit l'arme à son majordome, Joseph. Elle avoua qu'elle n'aimait pas cette arme, trop imprécise à son goût. Joseph promit d'en informer les ouvriers et d'y prêter une attention particulière. En partant, il lui rappela qu'en plein hiver, la livraison pourrait prendre du temps, ce qui lui valut une remontrance. Il ne devait pas penser comme un enfant. Elle lui suggéra de donner un pourboire aux travailleurs pour accélérer la tâche. Elle n'était pas allée bien loin quand son attention fut attirée. Une servante essayait d'empêcher une fillette d'entendre les bruits venant de dehors. Elle s'excusa immédiatement auprès d'Evelyn, expliquant que c'était le vacarme récent qui avait effrayé sa fille. Evelyn s'excusa à son tour, prétextant que ces sons visaient à effrayer les loups. Elle entra avec la petite fille, lui demandant si elle allait bien et ce qu'elle tenait dans ses mains. La fillette montra un dessin de fleurs, manifestement introuvable dans leur région, concluant qu'elle l'avait sans doute copié d'un livre, et la petite acquiesça. Timidement, Evelyn fut alors submergée par un souvenir. Elle se remémora le tout premier instant où quelqu'un lui avait offert une fleur. Il lui avait expliqué tout le soin qu'il avait mis à la fabriquer, et si elle ne l'aimait pas, elle pouvait simplement la jeter à la poubelle. Ce quelqu'un, c'était notre protagoniste. À l'époque, il fut choqué quand elle complimenta la fleur. Il était seulement un peu déçu qu'elle n'ait aucun parfum, puisqu'elle était artificielle. Cela le fit hésiter, son esprit s'en mêlant. Quoi qu'il en soit, il baissa la tête, et lui promit qu'un jour, il lui offrirait une vraie fleur. À la fin de ce souvenir, Evelyn se rappela la brutalité de cette scène, et tout ce qu'elle lui avait fait subir. De retour au présent, elle suggéra à sa fille chérie de la colorier en bleu la prochaine fois. Mais, au milieu de leur échange, un autre domestique surgit soudain, haletant, clamant qu'ils avaient un problème. Calme, elle l'invita à s'expliquer. Le domestique annonça alors que toutes leurs marchandises, destinées à être expédiées vers le nord, avaient été saisies. On voit littéralement la stupéfaction sur son visage, tandis que l'homme poursuivait. Les personnes impliquées étaient l'armée, et ils avaient l'obligation de débusquer les nobles impitoyables comme elle, la poussant à exiger furieusement une explication. Comme par hasard, l'homme en charge venait d'arriver au domaine, d'hiver. En s'approchant, le domestique nota que son nom était Gillette Black. Il avait autrefois été soldat, mais avait récemment été couronné héros du pays après ses victoires écrasantes sur le champ de bataille. D'après la situation, il semblait que les marchandises d'Evelyn avaient été considérées comme des fournitures pour armer l'ennemi, et ces biens étaient en réalité des armes. Il les avertit d'être prudents, car le colonel n'était guère différent du diable. Plus tard, on voit le colonel Gillette Black se tenir devant le manoir. Faisant craquer ses articulations dans un petit claquement, il ordonna à ses hommes de ne pas la traîner dehors. Il entrerait lui-même pour la saluer par courtoisie.
Cependant, ces hommes envahirent le manoir, pointant leurs fusils sur Evelyn et ses ouvriers, car elle était suspectée de soutenir l'ennemi. Pendant ce temps, le colonel s'excusa de l'impolitesse de ces hommes. Il se présenta humblement comme un simple soldat de basse extraction, en somme, un roturier. En même temps, Evelyn était totalement abasourdie de le voir ainsi. Tandis qu'il continuait à parler, les souvenirs du passé envahirent son esprit. Giles, humilié et en sang, avait d'abord eu du mal à parler, mais elle l'avait seulement regardé de haut, avec un profond dégoût. Les dents serrées, il avait juré de la faire regretter cela pour le restant de ses jours. On peut imaginer qu'elle avait littéralement forgé la voix qui ferait de lui le diable. À présent, elle était ébranlée, demandant de quel droit il se permettait d'entrer ainsi. Eh bien, il ne répondit pas à cela. Tout digne et posé, il s'excusa de l'avoir mal adressée. Après tout, elle était désormais la chef de famille. Plus tard, une inspection fut menée sous décret royal. La maison d'hiver était soupçonnée de comploter avec l'ennemi du royaume en contrebandant des fournitures militaires. Ainsi, tous les membres de la famille devaient coopérer à l'enquête pour découvrir la vérité. Toute désobéissance serait considérée comme de la trahison. D'ordinaire, les domestiques étaient inquiets, car ils ne savaient rien et n'avaient aucun rôle dans les affaires familiales. Evelyn imposa immédiatement le silence d'un coup de canne. Elle les rabroua pour leur agitation inutile. Enzyme, tant que serviteur de sa maison, elle exigeait d'eux qu'ils se comportent en conséquence. Elle quitta la pièce en ordonnant à la servante d'aller lui chercher du thé. Elle sentit alors un regard posé sur elle. C'était notre protagoniste, l'attendant tranquillement à l'étage. Toutefois, avant que l'histoire ne progresse, on eut un bref aperçu de la monarchie d'Altéric. En regardant une carte, on constatait que le pays était entouré de puissants voisins. Bien qu'il ait survécu à d'innombrables menaces, grâce à son armée royale, la souffrance du peuple s'était aggravée à cause de ces menaces constantes et de la guerre. La révolution industrielle avait également bouleversé les classes sociales. Cela entraîna un mécontentement croissant envers la royauté et les familles nobles. C'est dans ce contexte que notre protagoniste entra en scène. Les gens l'appelaient de divers noms, tels que l'homme venu d'ailleurs, la bête noire ou le molosse du champ de bataille. Pour lui, aucun de ces noms, ni ce que pensaient les gens n'avèrent d'importance. Il remportait constamment la victoire et était passé de simple roturier à héros de guerre. Désormais, il était vu comme l'espoir du peuple et de l'avenir d'Altéric. Bref, revenons à l'histoire. Giles demanda à Evelyn des nouvelles de son mari, Lowen Winter. Au début, elle feignit l'ignorance. Il répéta donc sa question, demandant précisément où se trouvait Lowen. Evelyn répliqua sèchement, le traitant d'analphabète, et demandant à haute voix comment il avait pu devenir un héros de guerre. Son subordonné n'apprécia pas cette remarque, mais Giles resta impassible et poursuivit. Il expliqua qu'il savait que Lowen Winter était mort officiellement, mais qu'il n'avait jamais retrouvé son corps. Evelyn, choquée, lui demanda s'il avait violé la tombe de son mari. Il admit calmement que oui, c'était mal, mais qu'au vu des circonstances, la mort de Lowen était trop suspecte. Il s'était marié il y a 10 ans, et il était mort dans un accident de train 3 ans plus tard. Pourtant, quelque chose clochait. Étrangement, il n'y avait eu aucun témoin de l'accident, et son corps n'avait jamais été retrouvé. Plus intéressant encore, les biens de la famille n'avaient cessé de croître, sans correspondre aux rapports officiels des 7 dernières années depuis la mort de Lowen. Prenant tous ces éléments en compte, il demanda franchement si son mari commettait un acte de trahison en se cachant derrière une fausse mort. D'abord, elle fut stupéfaite par son analyse minutieuse, avant d'éclater de rire comme si elle venait d'entendre la meilleure blague de sa vie. Elle pense qu'il aurait dû devenir écrivain plutôt que soldat. Pourtant, toujours vêtu de noir et aussi cool que jamais, il lui demande pourquoi elle ne s'est pas remariée au cours des 7 dernières années. En réponse, elle lui dit qu'elle aimait son mari. Eh bien, il ne s'attendait pas à cette réponse. Alors, elle répète sa déclaration précédente. Notre protagoniste trouve cela intriguant. Il n'arrive pas à imaginer qu'une femme aussi impitoyable puisse aimer. À présent, il se dit qu'elle devrait être l'écrivaine. En guise de réponse, elle lui renverse du thé dessus, précisant qu'elle n'a pas trouvé sa plaisanterie drôle. Son subordonné est aussitôt sur le qui-vive. Mais Evelyn continue, affirmant qu'elle ne se sent pas la moindrement intimidée, même s'il entrait avec ses soldats, simplement pour la faire chanter. Elle lui conseille également de ne pas insulter son mari et de revenir avec de vraies preuves. Cela dit, elle prend congé d'eux, sans oublier de leur ordonner de quitter son manoir. Plus tard, alors qu'elle monte à l'étage, elle est surprise de croiser sa fille. La petite se met à trembler comme si elle voyait un fantôme. Et pour cause, c'est notre protagoniste qui dégage une aura glaçante. Soudain, il appelle Evelyn. Apparemment, il avait presque oublié de lui mentionner une information cruciale. Cependant, elle n'est pas intéressée, mais il la rassure en lui disant que ça en vaut la peine.
Il ne comprend pas encore tout, mais les armes transportées vers leurs ennemis portaient le sceau de sa maison. À présent, il lâche la bombe. En gros, il ne fait que lui rendre service en enquêtant sur son mari. Et si elle ne parvient pas à prouver son innocence, elle pourrait être condamnée à mort. En entendant cela, elle peine à garder son calme. Elle pose alors sa canne sur sa poitrine. Elle lui suggère de pleurer et de supplier, comme autrefois. Qui sait, elle pourrait même y réfléchir pour les beaux souvenirs. Son arrogance est telle qu'elle ne comprend pas la gravité de la situation. D'un geste rapide, il tire la canne vers lui, la saisissant au passage. Il lui rappelle qu'elle a un enfant, à présent. Là-dessus, il lui donne ces derniers mots, la conseillant de faire attention. Avant de partir, il annonce son départ, espérant la revoir le lendemain. À ce moment précis, notre héros parvient à la charmer, il faut le dire. Pas une mauvaise manœuvre, au final. Ensuite, nous en apprenons davantage sur la maison Winter, un pilier fondateur de la nation altérique et l'un des sujets les plus loyaux à la famille royale. Pour ce mérite, la famille s'était vue confier la partie nord du royaume, accumulant une immense richesse grâce aux mines et à l'industrie des armes. Cependant, les Winter se laissèrent aveugler par cette fortune, utilisant tous les moyens, même les plus sournois, pour étendre leur empire. Autrement dit, leur réputation était exécrable. Pour redorer leur blason et restaurer l'honneur familial, l'ancien chef de famille avait arrangé un mariage avec Loen, le meilleur diplômé de l'Académie impériale. Finalement, Loen est mort, laissant les affaires de la famille entre les mains d'Evelyn. Eh bien, au lieu de s'effondrer de chagrin, elle a continué à diriger l'entreprise familiale en recourant aux mêmes méthodes qu'auparavant. Détenant le titre de veuve sans cœur et de méchante glaciale, elle se moquait bien de l'opinion des autres. Mais rien ne dure éternellement, et les affaires de la famille commencèrent à décliner. Sans héritier légitime, la maison Winter subit d'énormes pertes. Passons au lendemain. L'atmosphère est tendue à cause de la proposition de Gilead Black. Il lui tend un document, insistant pour qu'elle lui vende son domaine. En d'autres termes, qu'elle lui transfère son titre. Il explique qu'il serait préférable qu'elle se retire volontairement et vive paisiblement, plutôt que de perdre ses droits au profit de la famille royale. En réponse, elle refuse avec audace, déclarant qu'elle n'est pas sans ressources. Il réplique sèchement, soulignant sa réputation déplorable et le déclin de ses bénéfices miniers, tant qu'ils seront vus comme des contrebandiers. Traître, il lui sera extrêmement difficile de générer de nouveaux profits. Il fait glisser le document de propriété vers elle. En gros, tout cela, c'est soi-disant pour son bien. En contemplant le document, elle réalise qu'il bénéficie d'un soutien. Il ne le nie pas, et elle comprend qu'elle n'est pas de taille à l'affronter. Cette scène dramatique la pousse à demander s'il tient vraiment à elle. Cependant, Gilead lui dit simplement de signer ce maudit document, sur un ton sec et impatient. En réponse, elle refuse, affirmant que seul le roi peut lui accorder une telle clémence, et que puisqu'il n'est pas au-dessus de sa majesté, il ne devrait pas outrepasser son autorité. Avant de partir, elle ordonne à sa servante de préparer ses affaires. Elle compte avoir un entretien privé avec sa majesté. Ils partiront dès le lendemain. La nuit tombe rapidement. Evelyn reste éveillée, l'esprit encore hanté par les mots de Gilead Black. Sa fille est là aussi, murmurant sans cesse. La petite s'approche lentement, inconsciente de l'état d'esprit de sa mère. Agacée, Evelyn exige de savoir qui ose la déranger. Mais elle panique aussitôt en découvrant que c'est sa fille. Comprenant son erreur, elle s'excuse précipitamment, espérant que la petite ne pleurera pas. Après un moment, elle se détend quand Chérie s'endort. En la regardant, elle se sent rassurée. Après tout, elle est la tête de la famille, et personne ne pourra lui enlever ça. Quelques instants plus tard, la petite ouvre doucement les yeux. Voyant sa mère endormie, elle décide de chercher des draps chauds pour la couvrir. Et ainsi, elle quitte la pièce en silence. Plus tard, quelqu'un s'approche. C'est notre garçon, l'air hésitant, un bol à la main. Evelyn, toujours, endormie, murmure sans cesse le nom de son époux. Gilead semble préoccupée, mais il finit par la réveiller. Un peu surprise de le voir, elle remarque qu'elle n'a rien mangé de toute la journée. Il ne peut pas la laisser s'évanouir de faim, alors il lui tend la nourriture. Mais elle reste aussi têtue que ton Wi-Fi quand tu en as le plus besoin. Soudain, elle est prise au dépourvu lorsqu'il pose sa main sur son visage. Il pense qu'elle est malade et lui demande si c'est pour ça qu'elle n'a pas d'appétit. Aussitôt, elle lui gifle la main, exigeant de savoir ce qu'il comptait faire. En réponse, il sait qu'elle a l'habitude de ne pas manger quand elle est malade, ce qui la pousse à demander si c'est ainsi qu'il comptait se venger. Honnêtement, ce n'est pas le cas, car la vengeance a plus de valeur quand les adversaires sont de force égale. Autrement dit,
Elle ne vaut même pas la peine d'être considérée comme une adversaire, puisqu'elle est pratiquement si faible. Cela la pousse à le repousser. Agacée, il la saisit par le cou. Furieuse, elle exige qu'il la relâche immédiatement. Mais lui, les yeux plissés, lui suggère de le faire elle-même, si elle en a la force. Au début, il pensait que son arrogance venait de la famille royale et la croyait forte, mais il s'était trompé. Finalement, il la relâche, réalisant qu'elle a renversé la cuillère. À présent, elle devra manger sans. Elle est déconcertée par tout cela. Pourtant, Gilead Black, maintenant sérieux, insiste pour qu'elle ne résiste pas. Cela la plonge dans une vision, un souvenir. Peut-être, mais nous le saurons bien assez tôt. Quoi qu'il en soit, il la nourrit comme une enfant, la mettant en garde de ne pas être obstinée. Elle doit s'habituer à ce qu'elle reçoit. Après tout, une telle vie n'est pas si mauvaise, à condition qu'elle s'adapte, ce qui sied à son expression. Soudain, il sent quelque chose. Chéri essaie de défendre sa mère, les larmes presque aux yeux. Il y voit un signe qu'il doit partir, mais avant cela, il lui conseille de prendre soin d'elle-même. La petite vérifie sa mère, tandis qu'Evelyn réfléchit aux derniers mots de Gilead. Pendant ce temps, nous sommes projetés 10 ans plus tôt. Apparemment, à cause de la pluie, Evelyn Hunt était en piteux état. Black avait évité tout contact lorsque sa main s'était approchée de la sienne. Elle avait remarqué sa réaction. Après, un silence. Il lui avait proposé de lui chercher quelque chose. Elle l'avait immédiatement interrompu en lui saisissant la main. Timidement, elle lui avait demandé s'il comptait la laisser seule en pleine forêt. Mais il avait insisté, affirmant qu'elle avait attrapé un rhume. Toutefois, elle voyait clair dans ses mots, remarquant qu'il était plus fébrile qu'elle. Elle avait ajusté ses cheveux, elle lui avait suggéré de se couper les cheveux et de la regarder droit dans les yeux en lui parlant. Pourtant, il avait encore insisté pour aller lui chercher quelque chose. Elle avait immédiatement décliné, affirmant que c'était en ordre. Eh bien, cette scène l'avait complètement chamboulée. Avec douceur, elle l'avait réconforté. Et quoi qu'il arrive, il serait toujours à elle. Evelyn n'a jamais pu oublier l'innocence de ses yeux, si différente d'aujourd'hui. Revenons au présent. Son serviteur, anxieux, lui rapporte que sa calèche est inutilisable. Elle fixe le vide en silence, pestant intérieurement. Gilead Black, profitant de l'occasion, lui propose de voyager avec lui dans sa propre calèche. Mais elle l'ignore. À la place, elle demande combien de temps la réparation prendra. En apprenant qu'il faudra 3 heures, elle en informe Gilead. Autrement dit, elle ne partira que dans 3 heures. Gilead Black, quelque peu pressée, la soulève alors comme une princesse, la laissant à la fois confuse et choquée. Les murmures des serviteurs s'élèvent aussitôt. Furieuse, elle le gifle, exigeant qu'il la lâche. Cela agace les soldats, témoins de la scène, qui voient leur colonel se faire gifler sans cesse. Pourtant, Gilead reste imperturbable et la jette dans la calèche. Il lui rappelle sa situation actuelle, tandis qu'elle ne comprend pas comment il a tant changé. Plus tard, sur la route, un silence pesant emplit la calèche. Gilead finit par briser cette gêne, exprimant son soulagement et ajoutant qu'il avait bien fait de lui apporter de la nourriture la veille. Elle, cependant, n'est pas d'humeur à discuter. Sa simple présence la rend malade. En réponse, il s'excuse et lui suggère d'utiliser la malle vide pour éviter de salir la calèche. Ce conseil la rend encore plus embarrassée. Elle envoie un coup de pied dans la malle, se demandant comment, lui, qui n'osait même pas la regarder en face autrefois, osait ainsi s'enhardir grâce à un stupide titre de héros. Gilead la regarde simplement, la laissant déverser sa colère. Comme à son habitude, il s'excuse. Elle, de son côté, ne comprend pas ce changement radical. Il ne réagit même pas à ses provocations. Soudain, elle remarque une cicatrice sur son crâne. Nous sommes projetés dans le passé, voyant la scène de son point de vue. Furieuse, elle lui avait ordonné de partir, bien qu'elle ait d'abord tenté de rester polie. Mais il ne comprenait pas la raison de sa colère et s'excusait, pensant avoir commis un affront. Cela n'avait fait qu'accroître son irritation. Les ragots commençaient déjà à circuler, voyant qu'il continuait de s'excuser et de supplier. À bout de patience, elle avait fini par lui asséner un coup de fouet sur la tête, le faisant saigner. De retour au présent, elle s'approche de la cicatrice, mais Gilead Black, irritée, l'arrête d'un geste et lui demande sérieusement ce qu'elle comptait faire. Elle retire aussitôt sa main. Puis elle invente un prétexte, lui demandant si c'est pour cela qu'il avait agrippé sa main si violemment, concluant que son maître ne lui avait manifestement jamais appris comment traiter une dame. À vrai dire, elle n'est pas en position de donner ce genre de leçons. Peu après, un subordonné de Gilead vient annoncer qu'ils sont arrivés à destination. Gilead Black descend de la calèche, lui tend la main et lui propose de poursuivre leur discussion un autre jour. Mais elle réplique que rien que son souvenir la rend malade. Pendant ce temps, quelqu'un l'observe depuis les hauteurs
sans s'attendre à la revoir un jour. Il réalise à quel point le temps passe vite. Cela fait 7 ans, et pourtant, elle reste d'une beauté éclatante. L'homme se sent soudain plus intrigué, se disant que le moment est venu. Il se nomme Victor Altéric, second dans la lignée pour devenir roi et frère de Sa Majesté. Plus tard, Gileath escorta Evelyn jusqu'au roi. En chemin, Victor Altéric les aborda. Tous deux le saluèrent chaleureusement, avec la politesse formelle de rigueur, et Victor leur répondit d'un ton enjoué. Puis, posant négligemment son bras autour d'Evelyn, il fit remarquer que le voyage avait dû être long et éprouvant. Il lui proposa alors de venir prendre une tasse de thé bien chaud. Evelyn déclina poliment, préférant honorer d'abord son audience avec le roi. Victor ne s'en formalisa pas. Il mentionna ensuite que la maladie chronique de son frère empirait de jour en jour. Toujours dans l'espoir de retourner la situation à son avantage, il tenta une fois encore de la convaincre. Mais Evelyn comprit aussitôt ce qu'il manigançait, rien qu'à son regard. Malgré cela, elle afficha un sourire de circonstance et le remercia avec une politesse exemplaire pour sa sollicitude. Elle sait jouer le jeu à la perfection. Victor changea alors de sujet, se tournant vers Gileath Black, qui jusque-là n'avait rien dit. Il évoqua les missions de Gileath, chargé de traquer les nobles traîtres, ajoutant qu'il était si acharné dans sa tâche qu'il avait lui-même préféré s'en laver les mains. Il se demanda alors si Evelyn et lui se connaissaient. Voyant qu'elle ne répondait pas, il en profita aussitôt pour présenter Gileath Black comme un héros de guerre, son héros personnel même, celui qui lui avait sauvé la vie pendant la guerre. Il avait dû insister longuement pour le convaincre de rejoindre l'armée. Il précisa que Gileath avait conservé certaines habitudes de son ancienne vie de mercenaire, espérant qu'il ne l'avait pas trop importuné en route. Une révélation qui surprit Evelyn. Elle ne s'attendait pas à ce que notre homme ait été un jour mercenaire. Alors elle complimenta son tempérament. Était-ce ironique? Difficile à dire. En tout cas, elle loua les deux hommes, affirmant que Victor aurait un bel avenir entouré de gens aussi prometteurs. À ce moment précis, un serviteur arriva pour l'informer que le roi l'attendait. Mais avant qu'elle ne parte, Victor, jouant toujours les hommes attentionnés, lui assura qu'elle pouvait tout lui confier, qu'il n'y avait aucune honte à demander de l'aide. Franchement, c'était presque comique de le voir ainsi, sa main se baladant sans cesse comme par accident. Il lui souffla qu'il était peut-être temps d'oublier les tracas du passé. Ce à quoi Evelyn répliqua d'un regard perçant, lui demandant si c'était pour cette raison qu'il avait tué son mari. Victor se figea, choqué. Mais elle enchaîna aussitôt, changeant de ton. Je plaisantais. Le pauvre resta planté là, comprenant qu'il venait de perdre la manche. Un peu plus tard, dans la chambre du roi, celui-ci l'appela. Sa maladie avait tellement progressé que sa peau commençait à se décomposer. Malgré tout, par respect et par tradition, Evelyn lui baisa la main. Elle s'excusa chaleureusement de ne pas être venue plus tôt. Ailleurs dans le palais, on entendit soudain le bruit d'un verre brisé. Victor, littéralement furieux après l'échange précédent, maugréait dans son coin sur l'attitude insupportable d'Evelyn. Un contraste total avec Gileath Black, qui, lui, sirotait calmement son vin. Victor, lui, ne cessait de marmonner qu'elle devait forcément être soutenue par quelqu'un, que sa confiance n'était pas naturelle. Il réfléchissait à voix haute, convaincu que Lowen, le mari d'Evelyn, était toujours vivant. Retour dans l'intimité du roi. Il évoqua les funérailles de ce jeune homme si remarquable qui aurait pu devenir le prochain dirigeant de la nation. À l'inverse, Victor était trop ambitieux. Pour le roi, Lowen n'était qu'un obstacle de plus que Victor avait dû écarter, un rival qui lui avait ravi la première place à l'Académie impériale. Le roi était aussi convaincu que les difficultés actuelles d'Evelyn étaient l'œuvre de Victor, qui cherchait à la contrôler. Il lui conseilla alors de ne pas l'affronter de front. Elle ne pourrait pas le vaincre de cette façon, mais il restait de l'espoir pour elle. Et juste avant d'en dire davantage, on revient à Victor et Gileath Black. Victor exigea de lui qu'il retrouve Lowen, coûte que coûte, lui rappelant à qui il devait sa position actuelle. Il proposa de lui remettre un portrait à mémoriser, mais Gileath refusa. Il savait déjà à quoi ressemblait Lowen. Victor en resta bouche bée. Il ne s'était jamais douté qu'ils étaient rencontrés et exigea une explication. Gileath confirma simplement qu'il le connaissait, sans ajouter un mot de plus. Ce qui ne fit qu'attiser la curiosité de Victor, qui trouvait Gileath de plus en plus intriguant à chaque échange. La vérité, c'est que Gileath avait vu ce visage bien des fois, car autrefois c'est lui qui avait peint le portrait de mariage de la femme qu'il aimait et de son mari. Imagine un peu la douleur. Retour au présent. Evelyn termina son entretien avec le roi, scellant une promesse. Au même moment, Gileath Black jurait lui aussi de retrouver Lowen. Evelyn également. Il semble qu'ils poursuivent désormais le même objectif, ou du moins,
C'est ce qu'on croit. Plus tard, il était déjà temps de partir. Comme prévu, Victor fit son apparition, l'air détendu, demandant d'un ton léger pourquoi ce visage si fermé. Il avait visiblement deviné que la réunion ne s'était pas bien passée. C'est alors que le majordome arriva, annonçant l'ordre du roi. Evelyne devait être raccompagnée à son domaine. Mais un problème se posait. Elle n'avait pas amené sa calèche. Sans la moindre hésitation, Victor proposa de l'y conduire lui-même. Elle le fixa en silence, visiblement en train de faire ses calculs. Puis, elle dévoila tout. Victor Altéric, né d'une concubine du feu roi, avait gravi les échelons militaires jusqu'à devenir grand-duc. Mais ce titre ne lui suffisait pas. Son ambition allait bien au-delà. Elle visait le trône. Et s'il en avait la force, la couronne exigeait bien plus que de la puissance brute. Il lui fallait une lignée, un soutien noble. C'est là qu'entrait en jeu la maison Winter. Evelyne avait tout compris. Le plan de Victor, utiliser le nom de sa famille pour légitimer sa revendication au trône. Sans scier, elle refusa. Refus qu'il ne pouvait tolérer. Il lui saisit la main, les yeux assombris par une lueur menaçante. Il la prévint d'une voix glaciale. C'était la dernière fois qu'il ferait preuve de bonté. C'est alors qu'une voix forte brisa la tension. C'était Joshua, le neveu direct de Victor et son rival pour la couronne. Il exigea de savoir pourquoi son oncle avait besoin d'un tel déploiement juste pour s'entretenir avec une dame. Victor fut pris de court. Joshua était censé être à l'Académie impériale, mais le prince écarta la question d'un geste, précisant que sa localisation n'était pas à débattre. Il se tourna vers Evelyne et la salua chaleureusement. Elle lui rendit son salut avec grâce, honoré que le prince la reconnaisse. Joshua, visiblement troublé, s'embrouilla dans ses mots. Victor tenta de le renvoyer, arguant que les affaires d'adultes devaient rester entre adultes, mais Evelyne ne partageait pas cet avis. Après tout, Joshua était le meilleur élève de l'académie, une vraie fierté pour la famille. Toujours rougissant, le jeune homme avoua qu'il avait été inspiré par le défunt mari d'Evelyne. À l'évocation de ce dernier, le visage d'Evelyne se fit plus doux. Elle demanda alors une faveur, d'une voix posée, une calèche pour rentrer chez elle. Elle expliqua que la sienne avait été attaquée par des loups. Victor esquissa un sourire nerveux face au tableau pitoyable. Joshua, lui, hésita, mais Evelyne savait jouer. Sa mise en scène poussa Joshua à réagir. Rougissant encore davantage, il ordonna sans attendre que sa calèche soit préparée. Des murmures parcoururent la foule. L'un des hommes de Gilead était impressionné. Evelyne venait de retourner la situation, de battre Victor à son propre jeu, tout en gagnant la faveur du prince en un seul geste. Victor ne put que la regarder partir, lâchant un commentaire acide sur la façon dont elle manipulait son neveu naïf. Mais elle répliqua d'une phrase si tranchante qu'il en resta figé. Pourtant, il s'éloigna, jurant qu'elle regretterait ce jour. Plus tard, à l'extérieur, Gilead s'approcha d'elle. Il proposa de l'escorter personnellement, faisant allusion à son histoire de loup. C'est là qu'elle rectifia. Ces loups n'étaient pas des bêtes. C'était lui et ses hommes. Elle refusa son offre. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans la calèche, elle réalisa que la marche était trop haute. Gilead comprit immédiatement et lui tendit la main. Surprise, elle demanda quelles étaient ses intentions. D'un ton calme, il répondit « Aucune arrière-pensée, juste un geste de décence ». Hésitante, elle accepta. Il lui souhaita une bonne santé. Elle le provoqua, l'accusant de faire semblant de se soucier d'elle. Peut-être que cela sonnait faux, mais il était sincèrement heureux de la voir aller bien. Un peu embarrassée, elle le mit en garde, qu'il ne montre plus jamais son visage devant elle. Puis, elle partit. Ces hommes ne purent s'empêcher de remarquer qu'il semblait différent, presque léger, voire heureux. Pour expliquer ce changement, Gilead évoqua un souvenir. À l'époque, Evelyne avait dit « La beauté de la chasse, c'est quand la proie cesse de fuir et se retourne pour faire face au chasseur. » C'est exactement ce qu'il venait de vivre. Elle avait désormais quelque chose à perdre. Son enfant, son nom, sa fierté. Et cela rendait sa revanche d'autant plus savoureuse. Pour cela, il la remercia, de lui avoir montré ce qu'est vraiment l'amour. Inutile, douloureux. Le regard sombre, il jura que tout lui serait rendu. Dans la scène suivante, nous sommes transportés dans une région enneigée. Isaac demande à Evelyne si elle compte vraiment réparer la voie ferrée. Elle prend un moment, son regard se perdant sur le projet qui s'étend devant elle. On découvre alors l'objectif de cette entreprise. Remplacer la route maritime peu fiable par une voie ferrée jusqu'à la mine de Brighton, dans une région où la neige tombe sans cesse. Ce projet d'envergure avait été lancé par son mari pour étendre le commerce du royaume, et à l'époque, ce fut un immense succès. Mais en raison de la menace sérieuse que représentaient les forces altériques, une explosion dévastatrice provoquée par un pays voisin avait stoppé net les travaux.
À présent, Isaac considère tous ces éléments et conseille à Evelyn de reconsidérer le projet, que ce soit en raison du danger toujours présent ou d'un défaut dans la conception même. Malgré ses inquiétudes, Evelyn reste inébranlable. Elle en est convaincue. Les plans sont parfaits. Elle se remémore également sa rencontre avec le roi, survenue la semaine précédente. En résumé, le roi lui a demandé de soutenir son fils et de consolider sa position. Elle a accepté cette responsabilité, promettant de mener à bien le projet Brighton pour réaliser le rêve longtemps chéri des deux maisons. Revenons au présent. Elle insiste sur l'urgence du projet. C'est alors que Gileath apparaît. Il lui explique que la région relève d'un chantier civil et qu'elle a besoin d'un permis pour continuer les travaux. Evelyn ricane face à ce qu'elle considère comme une absurdité, rappelant que ce sont eux qui empiètent sur ces terres. En réponse, il feint l'ignorance. Alors elle le remet à sa place. Le roi en personne lui a confié ce projet. Repérant quelques incohérences dans les plans, elle ordonne à Isaac de les réviser. Celui-ci s'exécute en silence, inclinant respectueusement la tête avant de quitter les lieux. Comprenant la situation, Gileath fait signe à ses hommes de se retirer. Resté seul avec elle, il l'invite à poursuivre ses tâches. Mais Evelyn comprend ses véritables intentions. Tout ceci fait partie du plan de Victor. Depuis l'incident avec le neveu de ce dernier, elle et Victor se trouvent sur des camps opposés. Un instant perdue dans ses pensées, elle revient brusquement à la réalité, se recentrant sur la tâche à accomplir, achever le projet de son mari. Elle se souvient clairement de leur conversation. Il avait souligné que ce projet devait renforcer la nation grâce au commerce international et non se limiter à un seul port. Aujourd'hui, en ces temps obscurs, ce projet est plus que jamais porteur d'espoir. Mais alors qu'elle se perd dans ses souvenirs, un danger silencieux approche. Une poutre métallique mal fixée commence à se détacher au-dessus d'elle. Heureusement, Gileath le remarque à temps. Il tente d'attirer son attention, mais elle est trop figée pour réagir. Il parvient tout de même à éviter ce qui aurait pu être une tragédie. Toutefois, dans la précipitation, son pied se retrouve trempé dans l'eau glacée de la mer. Agissant rapidement, Gileath lui ordonne de retirer sa chaussure pour éviter une engelure. Revenant peu à peu à elle, elle lui gifle aussitôt la main, le sommant de ne jamais la toucher. Avait-elle oublié qu'il venait de lui sauver la vie? Malgré tout, Gileath reste calme. Il la prévient une nouvelle fois. Son entêtement pourrait bien lui coûter un pied. Mais elle refuse encore, le provoquant en se demandant si ses oreilles ne servent qu'à faire joli. Pendant ce temps, une tempête de neige se rapproche à vive allure. Sans attendre, il la saisit et lui ordonne de le suivre. Elle n'extériorise sa contrariété que par un silence tendu. Gileath, lui, reste imperturbable. Une cabane en bois finit par apparaître au loin. Evelyn en reste interdite. Ce bâtiment ravive des souvenirs intimes, bien qu'il reste flou. À l'intérieur, le silence s'installe entre eux. Gileath déclare simplement qu'ils attendront la fin de la tempête ici. Elle ne dit rien, se contentant de le fixer. La tempête fait rage dehors et peut-être aussi en elle. Gileath s'emploie à allumer un feu. D'un ton détaché, il fait remarquer que l'endroit n'a pas changé. Pour Evelyn, c'est un vide. Tout souvenir de ce lieu semble avoir été effacé. Il plisse légèrement les yeux, intrigué par sa réaction. Alors qu'il alimente le feu, il lui ordonne de sécher ses vêtements. Elle ne bouge pas. Au lieu de cela, elle l'interroge. Comment peut-il rester aussi indifférent, aussi détaché de tout cela? Il lui répond qu'il est soldat. Les émotions ne servent à rien, là d'où il vient. Evelyn laisse échapper un rire discret. Ce garçon, incapable autrefois de manier un ciseau, est donc devenu soldat. Dans un geste audacieux, il essuie son visage avec ses cheveux encore humides. Et avec une douceur inattendue, il avoue que c'est grâce à elle, ce jour-là. Un instant déstabilisée, elle reprend vite contenance et lui ordonne, comme toujours, de partir. Mais Gileath lui révèle que personne ne sait où elle se trouve. S'il part, elle pourrait mourir. Elle fait la moue, pensant que cela réjouirait sûrement Victor. Gileath n'est pas d'accord. Au contraire, son maître en serait profondément affecté. Dehors, la tempête continue de rugir. Soudain, il lui demande si elle se souvient du passé. Elle se sent mal à l'aise. Ce passé est révolu. Il n'y a pas de retour possible. Curieuse, elle lui demande ce qu'il veut dire par là. Plutôt que de répondre, il lui pose une autre question. Aime-t-elle vraiment son mari, Lowen? Avant qu'elle ne réagisse, il enchaîne. Pense-t-elle pouvoir mener ce projet seule? Lowen l'aime-t-il vraiment? Est-ce le genre d'homme à mettre en danger la femme qu'il prétend aimer? Ces interrogations la troublent profondément et l'exaspèrent. Et dans le ton de Gileath, on devine que Lowen est peut-être encore en vie. Evelyn, à son tour, remet en question la loyauté de Gileath envers le grand-duc. Après tout, n'est-il pas un héros de guerre? Il devrait être au palais. Et pourtant, le voilà réduit au rôle de simple garde du corps.
En y repensant, elle soupçonne que le problème vient de son origine modeste, un simple roturier. Le grand-duc ne lui fait pas confiance. Ne voyant aucune réaction, elle insiste, curieuse de savoir s'il lui arrive d'avoir peur d'être abandonné ou si c'est tout simplement dans sa nature d'obéir aveuglément. Il reconnaît que son maître a pour habitude de se méfier des autres et de les piétiner. Evelyn rit à cette remarque. Puis, revenant à sa question initiale, elle affirme qu'elle a aimé Loen. D'un geste brusque, elle attrape Gileath par la cravate, son regard devenu grave. Elle lui demande si cela a été difficile à accepter pour lui, mais Gileath ne répond pas. Son regard glisse plutôt vers le lit, ravivant le souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Redevenu sérieux, il lui demande si elle a réellement porté une robe blanche le jour de son mariage, si elle s'est réellement tenue devant Dieu, dans la pureté. Face à son silence, il insiste. Est-ce qu'elle a vraiment menti, devant Dieu et devant tous? À bout, elle le gifle. Mais il ne cille pas. Il murmure que, avec de tels mensonges, elle n'atteindra peut-être jamais le paradis. Elle le gifle de nouveau. Plus fort cette fois. Evelyn exige de savoir ce qu'il cherche à obtenir en remuant le passé. En guise de réponse, il la prend de court, en effleurant ses lèvres. Soudain, l'orage secoue la maison, et dans la seconde suivante, elle se retrouve au-dessus de lui. Il la provoque doucement. Que dirait son mari s'il apprenait cela? Amusée, presque troublée, elle tente de mettre fin à l'échange, affirmant qu'il n'aura qu'à lui poser la question après sa mort. Pourtant, Gileath ne la repousse pas. Au contraire, il s'excuse. Ce n'est pas son moment, dit-il, en glissant une main dans sa veste. Il en sort une arme et déclare que quelqu'un comme lui n'a rien à faire entre deux amants nobles. Evelyn reste figée, stupéfaite. L'arme est braquée sur elle. La scène s'ouvre alors sur l'achèvement du portrait de mariage d'Evelyn. Le chagrin accable Gileath, le poussant au bord du désespoir. Submergé par la peine, il est à deux doigts d'en finir. Mais Evelyn intervient à temps. Elle lui fait comprendre qu'il n'a pas sa permission pour partir, sans son consentement. Alors qu'il tente de saisir le sens de ses paroles, elle l'attrape soudain par le col et l'embrasse. Il en reste pétrifié. Cette nuit-là, ils partagent un moment d'intimité. Au matin, elle le bat. Et ce fut à cet instant qu'il prit sa décision. S'il voulait se venger, il devait vivre. Plus tard, durant la guerre, il parvient à sauver Victor, qui le remercie d'une voix faible. Mais quelque chose cloche. Il ne se souvient pas l'avoir vu parmi les rangs de l'armée. Naturellement, il lui demande son nom. Gileath hésite un instant, se rappelant quand Evelyn lui en avait donné un. Il inspire, puis répond d'un ton ferme. Victor l'observe, remarquant que son nom porte le poids de l'abandon. De retour au présent, Gileath tient Evelyn en joue. Un de ses hommes sursaute au son soudain d'un coup de feu, scrutant les environs avec inquiétude. À leur soulagement, ce n'est qu'un signal. Un soldat panique, suggérant d'alerter immédiatement le quartier général. Un autre le calme, lui ordonnant de rester concentré. En s'avançant vers l'origine du signal, il ordonne à son camarade de préparer la calèche. Pendant ce temps, au domaine d'hiver, le téléphone sonne. Une majordome décroche, informant l'interlocuteur que le maître des lieux est indisponible. Mais elle se trouble lorsqu'elle ne comprend pas ce que signifie ce soi-disant cadeau. C'est alors que la porte s'ouvre brutalement. Le mystérieux appelant n'est autre que Victor, qui rit doucement, satisfait de son timing parfait. Il sait exactement ce que cela signifie. Son cadeau est arrivé. Un instant plus tard, Isaac apparaît, l'air épuisé, comme s'il sortait à peine d'un champ de bataille. Il annonce que des silhouettes masquées ont attaqué, que le plan du projet a été dérobé, et surtout, qu'Evelyn est désormais entièrement seule. Et comme si cela ne suffisait pas, un message du grand-duc leur parvient, les prenant par surprise. Avant même de pouvoir lire son contenu, la scène revient à Evelyn, figée, sous le choc. Gileath a tiré avec un pistolet de détresse. Pile à l'heure, ses hommes arrivent pour récupérer leur colonel. Se tournant vers Evelyn, toujours interdite, il lui propose de la raccompagner à son domaine. Elle ricane, lui lançant qu'il a raté sa chance et que c'est bien dommage, car ils ne se reverront jamais. Pourtant, il n'a jamais eu l'intention de la tuer. Ce qui le surprend le plus, c'est qu'elle ignore encore la nouvelle. Revenons au domaine d'hiver, quelques instants avant l'arrivée du message. Lors d'une conversation avec le grand-duc, Victor Alteric lâche une remarque. Evelyn n'a pas d'amis, ni de véritables interactions sociales. Peu importe. Il a acheté la propriété située juste en face du domaine d'Evelyn. Autrement dit, son cadeau est une invitation. Une invitation au bal de bienvenue. Enfin, c'est ce que je crois. Et quant au nouveau propriétaire de ce domaine fraîchement acquis, il s'agit bien sûr de notre protagoniste lui-même. Evelyn reste stupéfaite, murmurant à voix haute si le grand-duc lui a vraiment accordé le domaine. Au cas où cela ne serait pas encore clair, que vous l'entendiez appeler Lord Black ou Gileath à l'avenir, il s'agit bel et bien de la même personne. Quoi qu'il en soit,
Lord Black invite Evelyn à assister à son bal de célébration prévu dans 2 semaines. Et il est important de préciser que cette invitation ne vient pas du grand-duc lui-même. Il la regarde avec cet air suffisant, comme s'il avait déjà tout compris. Pendant ce temps, Evelyn, elle, se surprend déjà à attendre ce bal avec une certaine impatience. De retour dans son domaine, Evelyn est accueillie par l'un de ses majordomes qui court à sa rencontre, visiblement agité par un message urgent du grand-duc. Mais en voyant Lord Black à ses côtés, aussi charismatique et imposant en personne, les 2 servantes rougissent instantanément, leurs joues virant à un rouge profond. Evelyn remercie Lord Black et lui suggère de partir rapidement. Il acquiesce d'un signe de tête, sans un mot de plus, puis s'éloigne. Ce n'est qu'une fois qu'il a disparu que les domestiques se précipitent autour de leur maîtresse, les visages partagés entre curiosité et inquiétude. Evelyn, elle, se contente de demander son majordome personnel, Isaac. L'homme s'approche, s'excusant abondamment. Elle voit bien qu'il a vécu des moments difficiles. Sans un mot, elle tourne les talons, ordonnant qu'on lui prépare un bain et qu'on aille chercher un médecin, ou plutôt, quelqu'un du nom d'Oscar. Plus tard, plongée dans un bain parfumé aux pétales de rose, Evelyn s'abandonne à ses pensées. Elle repense à sa discussion avec Lord Black au sujet de son bal à venir. En réalité, elle ne comprend toujours pas ses intentions. Pourquoi le grand-duc aurait-il acheté le domaine en face du sien maintenant, alors qu'il aurait pu le faire depuis longtemps? Après un instant de réflexion, une seule explication s'impose à elle. C'est une manœuvre de plus pour l'abattre. Le grand-duc est un adversaire redoutable. Elle pense aussi à son défunt mari, à sa voix, à ses prédictions. Il avait pressenti la guerre sanglante pour le trône qui suivrait la maladie du roi, ainsi que l'immense pression que leur famille devrait affronter. Ces mots ressemblaient à des adieux, confessant avec regret qu'il n'avait jamais eu d'amis, ce qu'il considérait désormais comme un véritable gâchis. Et aujourd'hui, Evelyn prend conscience avec une lucidité glaçante qu'elle est entourée uniquement d'ennemis. Même ses serviteurs semblent nerveux. La vérité s'impose à elle. Elle n'a plus personne vers qui se tourner. Perdue dans ses pensées, elle sent une petite main s'approcher d'elle. Sur le coup de la surprise, elle se retourne brusquement et découvre Sherry, sa fille, les yeux remplis de larmes. Inquiète, Evelyn lui demande comment elle est entrée et pourquoi elle pleure. Mais avant même d'obtenir une réponse, la fillette glisse soudainement. La panique s'empare d'Evelyn. Elle la rattrape de justesse, la tirant hors de l'eau et la gronde sévèrement pour son imprudence. Pourtant, en plein milieu de son reproche, elle se fige. Elle comprend que l'enfant était simplement inquiète pour elle. Émue, elle la serre fort contre elle, la gardant longuement dans ses bras. Elle lui murmure doucement que tout ira bien. Alors qu'Evelyn habille Sherry de vêtements propres, un brouhaha résonne dans les couloirs. Sans prévenir, un jeune homme déboule dans la pièce, prétendant être médecin. Il la scrute, visiblement affolé, lui demandant si elle va bien. Evelyn soupire à bout de nerfs. Il fallait que ce soit lui. Il s'approche tout de même, toujours inquiet, fouillant dans les poches de son manteau pour sortir ses instruments. Il en sort un stéthoscope. Honnêtement, Evelyn commence à douter de son statut de médecin. Elle lui assène aussitôt une gifle pour lui remettre les idées en place. D'un ton sec, elle se demande si tous les médecins sont aussi ridicules. Le nez en sang, Oscar affiche un large sourire et lève un pouce rassurant. Il fait remarquer qu'elle n'a pas changé d'un pouce en 10 ans. Elle pousse un long soupir et lui dit de laisser tomber les politesses. Et comme si le temps n'avait pas passé, la conversation glisse vers des souvenirs d'autrefois. Il ria, se remémore le passé, arpentant les couloirs, nostalgique. Pendant ce temps, dissimulé dans l'ombre, un homme masqué les observe en silence. À la vue de cette scène, il comprend une chose. Les choses ne font que commencer à devenir intéressantes.